soir, l'or et l'ombre. L'or, 2 nouvelles médailles pour les Français en tir à l'arc et en voile. Retour sur ces médailles dans quelques instants. Mais d'abord, l'ombre. Le rêve est passé pour Michel Berger. Le chanteur-compositeur, l'un des plus doués de sa génération, est mort la nuit dernière à Saint-Tropez, victime d'une crise cardiaque. L'auteur de Starmania, compagnon de France Gall, s'est écroulé chez lui, à Ramatuelle, après une partie de tennis. Il avait 44 ans. Béatrice Nivois. Discret, Michel Berger l'était toujours. Pourtant, l'auteur, compositeur, interprète a imprimé sa marque à toute une génération de la chanson française. Avec son éternelle allure d'étudiant, Michel Berger avait su imposer son style, un son bien particulier, mélange de pop et de techno, qui le faisait aimer de tous. Un monde tellement difficile à vivre et tellement fragile, l'idée de la vie est quelque chose de tellement fragile à cet âge-là qu'on ressent vraiment des choses. Moi je me sens encore très proche des adolescents et je ressens beaucoup de choses en commun avec ce personnage. Il avait écrit pour Bourvil, travaillé pour Véronique Sanson pendant 6 ans, composé pour Françoise Hardy. Sa rencontre avec Johnny Hallyday avait abouti à un album, Rock'n'Roll Attitude. Mais surtout, Michel Berger a relancé la carrière de France Gall en écrivant La Déclaration en 1974. Désormais, ils ne se quitteront plus. Mari et femme, ils auront 2 enfants. Une entente parfaite également en studio. Il lui écrira de nombreux albums, tous des succès. Des chansons, mais aussi des opéras rock. Starmania en 78, véritable triomphe qui révèle au grand public Daniel Balavoine, Fabienne Thibault. Ces 2 derniers spectacles, La Légende de Jimmy ou Marilyn Montreuil, ont eu moins de succès. Le 15 juin, Michel Berger et France Gall avaient sorti un premier album commun, Double Jeu, dont la chanson vedette était Laissez passer les rêves. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps, tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. À Ramatuelle, où il passait habituellement ses vacances en famille et où il venait parfois seul pour écrire, c'est aujourd'hui la consternation. Laurence Badon. C'est ici, à l'hôpital de Saint-Tropez, que repose dans la plus grande discrétion le corps de Michel Berger, véritablement terrassé hier soir à son domicile de Ramatuelle par une crise cardiaque à l'âge de 44 ans. Le drame s'est produit vers 20 h, alors que le chanteur-compositeur disputait une partie de tennis avec l'un de ses proches dans sa propriété. Il s'est subitement effondré sur le cours. Les pompiers rapidement sur place n'ont pu que constater le décès. Au Tropizana, sa plage favorite, comme sur la place des Lys à Saint-Tropez, on est stupéfait. C'est un grand qui part, hein. C'est comme Gainsbourg, comme tous ces gens-là. Hein. C'est vraiment un digne représentant de la chanson française et qui, à mon avis, fait le tour du monde. J'ai beaucoup de peine, surtout j'étais allé voir à Marigny Starmania et bon, je revis Starmania et Michel Berger en même temps. C'est un très gentil garçon, je trouve qu'il y avait du talent, il y a beaucoup de talent. Le corps de Michel Berger sera transféré cette nuit à Paris pour y être inhumé dans la plus grande discrétion, comme le souhaitent ses proches. Et ce sera jeudi au cimetière de Montmartre. François Mitterrand a envoyé un message de condoléances à la famille de Michel Berger. Le producteur, mais aussi le compositeur et le chanteur sont ce soir unanimement salués par la profession. Écoutez, Jérôme Savary, le metteur en scène. Michel Berger avait composé la musique de son dernier spectacle, Marilyn de Montreuil. Connu à l'occasion de sa 2e comédie musicale, La Légende de Jimmy, qu'on va d'ailleurs monter au Canada au mois de septembre et qu'on va monter en pensant à lui, bien sûr. Et il aimait le théâtre, il aimait la scène, il aimait l'art vivant. C'était pas un homme qui se contentait simplement d'empocher ses royalties. Il avait une écoute des autres, il était ouvert à l'extérieur, il n'était pas du tout renfermé sur lui-même. Et surtout, c'était un type qui était profondément honnête, qui était vraiment honnête. Je me souviens par exemple que la première fois qu'il m'a fait écouter les chansons de La Légende de Jimmy, il n'osait même pas se mettre au piano pour me chanter ses chansons, alors que moi, je trouvais que c'était un privilège d'être chez Michel, face à lui, et d'avoir Michel Berger qui chante et qui joue pour moi tout seul. Non, il était timide, c'était un homme réservé et modeste.
Légère accalmie aujourd'hui à Sarajevo, tandis que circulent dans le monde des rumeurs sur l'existence de camps de la mort serbes en Bosnie. 2 camps auxquels la Croix-Rouge n'a pas pu avoir accès. Selon des témoignages publiés aux États-Unis, des milliers de civils y seraient enfermés et parfois massacrés. Dans cette guerre civile où les manipulations sont monnaie courante, toutes les atrocités restent plausibles. Claire Sébastien. Des milliers de civils, hommes, femmes, enfants et vieillards seraient morts de faim dans des camps de détention serbes en Bosnie. Des camps dans lesquels se pratiquerait aussi la torture. C'est le quotidien new-yorkais Newsday qui l'annonçait dans son édition d'hier, rapportant le témoignage de 2 rescapés. Une information donnée au conditionnel, mais que semble confirmer le rapport accablant de l'ONU la semaine dernière. Pour l'heure, aucun membre d'une organisation internationale n'a pu pénétrer à Omarska ou Broko, désignés comme étant des camps de la mort. En revanche, le Comité international de la Croix-Rouge a pu commencer une inspection dans plusieurs lieux de détention. Nous avons eu la possibilité de visiter 8 lieux de détention, particulièrement dans les villes de Banja Luka, de Mostar, de Trebinje, de Zenica et de Bosanski Brod. Nous avons visité et enregistré environ 4000 personnes. La détention, l'arrestation, la déportation, le transfert que nous réprouvons de la manière la plus ferme se fait sur une base ethnique, ce qui est bien évidemment, en regard du droit international humanitaire, totalement inacceptable. Enfin, que la guerre se passe peut-être, s'il faut qu'elle se passe, mais qu'elle se passe au moins dans des conditions qui respectent l'humanité la plus simple. La Bosnie aujourd'hui n'est qu'une plaie ouverte pour tous ces habitants qui parviennent à échapper au bombardement, au feu des francs-tireurs. La route de l'exode s'achève parfois dans un camp de prisonniers, des camps où il est dangereux de ne pas être serbe. En Croatie, résultat partiel des élections présidentielles. Pas de vraie surprise, le président Tudjman est largement en tête avec plus de 55% des suffrages. Les Croates ont voté pour la continuité, Tudjman les a conduits à l'indépendance et pour la fin de la guerre, bien que les Serbes contrôlent aujourd'hui près d'1 quart du territoire croate. Afrique du Sud, meurtres et violences ont marqué la première journée d'une grève nationale anti-gouvernementale de 2 jours, organisée par l'ANC, le Congrès national africain. Bilan de ces dernières 24 heures, plus d'une trentaine de morts. Nelson Mandela avait pourtant lancé dès hier un appel au calme. La grève a été suivie par des millions de Noirs. Marie-Odile Pagnès. Nous voulons la paix, proclame l'ANC, mais une fois de plus, c'est la violence qui a marqué cette journée de grève générale. Meurtres, fusillades, au moins 5 personnes ont été tuées aujourd'hui, dont 3 ce matin, au cours d'affrontements entre policiers et habitants de Soweto. Pourtant, hier, Nelson Mandela avait lancé un appel au calme, demandant aux manifestants de respecter ses consignes, pacifisme, discipline, non-violence. Mais le leader de l'ANC avoue qu'il ne contrôle pas l'ensemble de ses militants. Incontrôlables aussi les partisans de l'Inkatha, le parti Zoulou, principal rival de l'ANC, et qui considère la grève générale comme une déclaration de guerre, menaçant même de représailles tous ceux qui empêcheraient les non-grévistes d'aller travailler. Pour le président Frédéric de Clercq, la tension est telle en Afrique du Sud que l'ANC par cette manifestation ne fait qu'accroître la violence. Et pour faire face au débordement, le gouvernement a déployé 5000 policiers dans les cités noires, mais là encore, leur présence, ressentie comme une provocation, n'a fait qu'envenimer la situation. Pourtant, malgré la violence, l'ANC ne voyait pas d'autre arme que cette grève massive pour contraindre le gouvernement blanc à avancer sur la voie des réformes, après des mois de négociations infructueuses. Il demande la mise en place d'un gouvernement intérimaire d'unité nationale et la tenue d'élections multiraciales avant la fin de l'année. Paradoxe, l'un des buts des manifestants est aussi d'obtenir des mesures concrètes pour enrayer la violence endémique qui endeuille les cités noires. La boîte noire de l'Airbus qui s'est écrasée vendredi dernier dans l'Himalaya a été retrouvée. L'accident a fait, je vous le rappelle, 113 victimes. Et avant même la lecture de cette boîte noire et l'écoute des conversations de l'équipage, l'hypothèse de problèmes techniques prévaut. Anne Gouraud. Après l'enregistreur des conversations de l'équipage retrouvé hier, la boîte noire vient d'être dégagée de la carcasse de l'Airbus A310-300. Son examen permettra peut-être de comprendre les raisons de l'accident. Seule certitude aujourd'hui, le pilote avait signalé des problèmes techniques quelques minutes avant que l'avion s'écrase sur les contreforts de l'Himalaya à 3500 mètres d'altitude. Certains responsables de l'aviation civile avancent d'ores et déjà la thèse d'une panne de réacteur. Autre hypothèse avancée vendredi, un mauvais fonctionnement de l'altimètre, mauvais fonctionnement fatal compte tenu de la visibilité restreinte au moment de l'accident. Car quelle que soit la cause du crash, le pilote a de toute façon été gêné par la pluie incessante et le brouillard. Des conditions atmosphériques difficiles qui ont également compliqué le travail des 800 sauveteurs. Seule une vingtaine de corps ont pu être dégagés des débris de l'avion éparpillés sur 2 km². 113 personnes se trouvaient à bord de l'Airbus, aucune n'a survécu à l'accident.
7e et dernière semaine du procès du sang contaminé, la parole est à la défense, tâche difficile après 6 semaines d'accusations sans trêve. Au centre des débats cet après-midi, l'état des connaissances sur le sida en 1985. Une ligne de défense tracée par l'avocat de Robert Netter et qui devrait être reprise pour les autres inculpés. Au palais de justice de Paris, Anne Rongère. Incongru, au milieu des statues de la salle d'audience, un poste de télévision muet depuis 6 semaines. Aujourd'hui, la défense y a fait projeter une bande vidéo de 5 minutes des interviews de spécialistes du sida en 85. Le professeur Rosenbaum d'une part, le professeur Leibovitch d'autre part et beaucoup d'autres, même le professeur Bernard, ont déclaré il y a quelques jours à cette audience qu'ils savaient tout du sida. Et que si on entend aujourd'hui leur déclaration de 1985, on voit qu'ils étaient dans le plus grand doute, qu'ils parlaient de fantasmes, qu'ils parlaient d'incertitudes. La stratégie de la défense est donc claire, prouver qu'en 85, les inculpés n'étaient pas les seuls à sous-estimer les risques. Alors pourquoi eux, et eux seuls, devraient-ils payer ? D'autant, continue la défense, que seule une expertise pourrait déterminer lesquels, parmi les 62 parties civiles, ont été contaminés pendant la période cruciale de mars à octobre 85. Une façon de sous-entendre que certaines plaintes ont été déposées de manière abusive. Le seul moment où les familles des victimes réagissent, c'est lorsque la défense évoque le fils de l'un des médecins inculpés, devenu subitement aveugle à la suite d'une tumeur au cerveau. Sans doute, l'avocat espérait-il une réaction de compassion. C'est l'inverse qui s'est produit. Sourires ironiques, haussements d'épaules. Visiblement, les familles des victimes pensent à leur douleur et à elles seules. Maastricht, le non au référendum progresse, mais le oui demeure majoritaire. Selon un sondage IFOP que publiera demain Libération, 57% des Français voteraient oui à la ratification du traité. Si le référendum avait lieu dimanche prochain, 43%, 5% de plus que le mois dernier, voteraient non. Mais plus de la moitié des personnes interrogées ne se disent pas encore sûres de leur choix. Arrestation ce matin à Bordeaux d'un des responsables présumés de l'ETA, Xapou. Il est considéré comme le responsable des collectifs des réfugiés basques espagnols. Il bénéficie lui-même en France du statut de réfugié politique. Les autres images de l'actualité en France, commentées par Zinedine Boudaoud. L'épave de l'avion de tourisme, disparu dimanche après son décollage de la Baule, a été repérée ce matin dans la baie du Mont-Saint-Michel. 2 corps ont été retrouvés non loin de l'appareil. Les recherches se poursuivent pour tenter de localiser les corps des 2 autres passagers. Le crash du monomoteur demeure pour l'instant inexpliqué. La balise de détresse n'a pas été utilisée. 3e attentat à l'explosif perpétré la nuit dernière contre un sauna marseillais. L'explosion a fait 2 blessés légers. 2 autres saunas du centre-ville ont connu ces derniers jours un sort similaire. Les policiers marseillais évoquent une guerre des saunas et privilégient l'hypothèse d'un racket. Un jeune homme a été retrouvé mort après l'incendie qui s'est déclaré la nuit dernière dans un cabaret parisien du 18e arrondissement. Le feu, d'origine encore indéterminée, aurait pris naissance dans la réserve de l'établissement. C'est en portant secours à une vieille dame, sérieusement blessée, que le jeune homme a trouvé la mort. 4 pompiers ont également été blessés au cours de l'incendie. La belle moisson de médailles françaises aux Jeux Olympiques de Barcelone. La collection s'est enrichie de 2 nouvelles pièces en or. L'une revient aux duettistes de la voile, l'équipage du Tornado, Yves Laudet et Nicolas Hénard. L'autre à Sébastien Flute, 20 ans, champion de tir à l'arc. Barcelone, Jean-Philippe Guillen. Extrême concentration, maîtrise totale de soi et résistance au stress, toutes les qualités de Sébastien Flute aujourd'hui. Déjà champion d'Europe de la spécialité et champion du monde en salle, Sébastien Flute, 20 ans, a réussi à garder la tête froide sur le parc des sports du Val d'Hebron. Né à Brest, mais licencié au stade Clermontois, ce jeune homme de 20 ans a lutté flèche après flèche contre le sud-coréen Jae-Hoon Chung pour finalement l'emporter 110 à 107 grâce à 2-10 lors de la dernière série. Premier devant le Coréen du Sud Chung et le Britannique Terry, Sébastien Flute rapporte à la France sa 6e médaille d'or. La 7e médaille d'or est arrivée moins d'une demi-heure plus tard, en provenance du port de Barcelone cette fois. En Tornado, Yves Laudet et Nicolas Hénard ont dominé les équipages américains et australiens. Le barreur Yves Laudet, 37 ans, du club de la Baule, est très expérimenté puisqu'il a déjà participé aux Jeux de Moscou et de Los Angeles. Quant à Nicolas Hénard, il est champion olympique en titre. Associé à Lederhoff, il avait déjà décroché l'or à Séoul. Les 2 hommes au caractère très affirmé ont su s'unir pour vaincre.
Dans la déroute du sprint français, non-inscription de Marie-Rose, abandon ce matin de trou à balles dans les séries du 200 mètres, Gilles Kenervé, lui, a failli revenir de loin. Disqualifié ce matin, il a fallu l'initiative des journalistes d'antenne de FR3 qui ont fait visionner la bande au jury pour le remettre dans la course du quasiment jamais vu aux Jeux Olympiques. Dominique Champeau. Ce matin, 10 h, au départ de sa série qualificative du 200 mètres, Gilles Kenervé est confiant. La forme est là, comparable presque à celle qui lui valut de devenir vice-champion du monde de la spécialité en 87. Sur le plan sportif, ce rush matinal ne fut qu'une formalité pour lui, jusqu'à ce qu'un juge ne prononce sa disqualification pour avoir mis le pied dans le couloir voisin. Justement, c'était mon problème depuis le début de saison. J'essayais vraiment de le travailler, de faire attention à cette ligne, parce que je savais qu'il pouvait y avoir un risque de disqualification. Et là, je vois pas où je marche pas, sincèrement. On voit la ligne complètement sur l'appui gauche. Ouais. Donc je marche pas sur la ligne, à aucun moment. Non, je comprends pas du tout. Je crois qu'il faut partir de réclamation et il faut attendre parce que... Est-ce que Dominique Leglou m'entend? Oui, je Oui, Dominique, Michel. vous pouvez peut-être suggérer à Gilles Kenervé de porter la cassette, le ralenti, chez les juges. C'est ainsi que sur l'initiative de Antenne 2 et FR3, les juges, après 1 heure de visionnage, purent prononcer la requalification de Kenervé. Un fait unique dans les annales des Jeux. Ça, ce document, Gilles était disqualifié et c'était regrettable parce qu'il n'a fait aucune faute. C'était logique là jusqu'au bout de sa compétition. Rendu à son bonheur, en fin d'après-midi, Gilles Kenervé donnera longtemps l'impression de pouvoir accompagner l'illustrissime Mike Marsh en demi-finale. Hélas, le film l'a encore fait foi. Au terme de cette série qualificative, il sera bien éliminé, mais par le chronomètre cette fois. Marie-Josée Pérec, elle, s'est qualifiée il y a quelques minutes pour la finale du 400 mètres dames. Elle a réalisé le meilleur temps de ces demi-finales en 49 secondes et 48 centièmes. Elle est plus que jamais favorite pour la finale qui se courra mercredi soir. L'autre française, Elsa Devassoigne, est en 8e de sa série, en 52 secondes et 85 centièmes, éliminée. Pérec, la première. En tennis, le dernier Français en lice, Fabrice Santoro, a été éliminé en quart de finale par le Croate Ivanisevic, qui est désormais au moins médaille de bronze. Première médaille pour la Croatie. Ivanisevic veut de l'or pour les Croates déchirés par la guerre. Difficile travail d'ailleurs à Barcelone que celui des journalistes de l'ancienne Yougoslavie. Malgré la guerre qui déchire les républiques, ils doivent cohabiter dans un même local. Ils s'ignorent, ne parvenant pas, malgré l'esprit olympique cher au baron de Coubertin, à oublier la guerre. Reportage, Caroline Sins. Branco est serbe, Drago est croate. Tous deux sont journalistes et couvrent le même événement. Mais pour eux, il n'y a pas de trêve olympique. Ils ont choisi leur place à l'opposé l'un de l'autre et ne se parlent pas. Ces hommes qui s'évitent sont pourtant obligés de vivre et de travailler ensemble dans le bureau de la télé yougoslave. Un espace réduit, loué avant la guerre, quand il n'existait qu'une seule télé. Aujourd'hui, il y en a 6 différentes pour chaque région. Bosniaques, Croates et Serbes sont donc forcés de cohabiter, mais personne ne peut oublier le bruit des armes. J'ai le cœur qui me fait mal, mais on est obligé de travailler ensemble. Cet homme est serbe. Là aussi, je suis contraint de parler avec lui normalement. Alors, est-ce que vous parlez des fois politique? Non. On évite ça pour ne pas entrer dans des discussions qui ne mèneraient à rien d'une part et pourraient envenimer les relations. La trêve des Jeux n'a pas eu lieu. La guerre des territoires continue. La radio serbe s'est attribuée les plus grands bureaux. La radio croate se retrouve coincée dans 11 mètres carrés. Amis autrefois, ils s'ignorent aujourd'hui. Le plus difficile, c'est de voir des gens avec qui on a travaillé pendant 15 ans. Et depuis la guerre, plus rien. Ils ne nous demandent jamais ce qui se passe en Croatie, si nous avons besoin d'aide, ou si nos enfants sont encore en vie. Les athlètes bosniaques et croates participent pour la première fois à ces Jeux sous leurs propres couleurs. Mais ils ne peuvent oublier ce qu'ils ont laissé là-bas.
Beaucoup de sportifs se battent sur le front. Certains sont gravement blessés, d'autres sont morts. Nous avions un très bon lutteur croate. Il a été tué en défendant Dubrovnik. Pour ces hommes, la guerre n'est pas une image entrevue à la télévision, mais une souffrance quotidienne. À leurs yeux, la paix olympique n'est qu'une illusion. Et si Hergé s'était trompé? Objectif Lune, le whisky du capitaine Haddock doit-il faire une bulle en apesanteur? Expérience tentée ce matin avec de l'eau évidemment par Michel Tonini à bord de la station Mir. Leçon de choses, Daniel Durandet. Première référence de cette véritable leçon de choses, l'album d'Hergé On a marché sur la Lune. Lorsque le capitaine Haddock se verse du whisky dans son verre, le whisky se met en boule et s'envole dans la cabine. Deuxième référence, cette manipulation imaginée ce matin par Michel Tonini dans la station orbitale Mir. On va doucement verser de l'eau dans le verre et miracle, l'eau va rester prisonnière du verre retourné. On va vous présenter l'expérience du capitaine Haddock qui disait que le whisky, il ne pouvait pas le boire parce qu'il sortait du verre. Magie peut-être pas tout à fait car les molécules d'eau restent soudées les unes aux autres par capillarité. En clair, la station orbitale n'étant pratiquement plus soumise à la pesanteur, les molécules d'eau contenues dans le verre n'ont plus aucune raison d'être attirées vers le bas, hors du verre, lorsque celui-ci est retourné. Conclusion, en fait ce n'est pas Hergé qui s'est trompé, mais le capitaine Haddock qui avait trop bu. Tout de suite, météo complète de Fabienne Amiag, puis dès 20h, dans quelques petites minutes, retour à Barcelone. Soir 3 vous sera présenté à 22h30 par Catherine Matroche. Je vous retrouve demain à 12h45 et 19h pour le 19-20. Bonsoir.